Bonjour à tous, je suis donc toujours le docteur Marc Garnier, travaillant au centre du département d'anesthésie et réanimation des hôpitaux Thonon et Saint-Antoine. Et après avoir vu ensemble le cours sur la ventilation invasive et puis le cours sur toutes les périphériques, tout ce qui concernait la gestion autour du respirateur, on va continuer et finaliser le process en ce qui me concerne avec le topo sur le sevrage de la ventilation artificielle, ses critères, ses méthodes de réalisation et éventuellement les causes d'échec. Alors, il faut d'abord resituer le contexte du sevrage ventilatoire avec les définitions des différents types de sevrage. Les premières définitions dataient de la conférence internationale de consensus établie en 2007. Et dans cette conférence, on distinguait le sevrage simple, hein, qui représentait à peu près une grosse moitié des malades, et était décrit comme ayant un sevrage simple les patients qui réussissaient la première épreuve de sevrage et qui étaient extubés sans difficulté dès la première épreuve. Le sevrage difficile était défini par le fait d'échouer à la première épreuve de sevrage et de nécessiter jusqu'à 3 épreuves avant l'extubation, ou alors un délai qui allait jusqu'à 7 jours entre la première épreuve de sevrage et l'extubation réussie. Ça concernait environ un tiers des malades. Et puis le sevrage prolongé, qui touchait 10 à 20% des patients, était défini par un patient qui nécessitait au moins 7 jours entre la première tentative de sevrage et le sevrage ventilatoire. Cette définition a été actualisée en 2016, c'est ce qu'on appelle la définition de l'étude WIND, et tient compte d'un peu plus de diversité clinique. La première, c'est qu'il n'y avait pas dans la définition précédente de groupe dit pas de sevrage, qui concernait en fait les patients qui n'avaient aucun essai de séparation du respirateur, et notamment les patients qui allaient finir par être décédés en étant intubés et ventilés. Le groupe 1, à sevrage dit court, c'est un sevrage qui survient dans les 24 heures suivant le premier essai de séparation du respirateur. Le groupe 2, le sevrage difficile, c'est un sevrage qui survient entre 24 heures et 7 jours suivant le premier essai de séparation du respirateur. Et le sevrage prolongé, c'est un sevrage qui n'est pas terminé 7 jours après le premier essai de séparation du respirateur. Le pourcentage de patients, eh bien, environ 25% de patients sans sevrage, correspondant à une mortalité de réanimation lourde, entre guillemets. À nouveau, un peu plus de 50% des patients qui ont un sevrage dit court, 10% de patients qui ont un sevrage difficile et 10% de patients qui ont un sevrage prolongé. Donc à retenir, aujourd'hui, un groupe de patients qui représente environ un malade sur 5, un malade sur 4, qui sera un groupe où il n'y aura pas de tentative de sevrage ventilatoire, un groupe de sevrage court où le sevrage interviendra dans les 24 heures suivant le premier essai de sevrage de séparation du respirateur, un groupe de sevrage difficile où le sevrage surviendra entre 24 heures et 7 jours après le premier essai de séparation du respirateur, et un groupe de sevrage prolongé pour lequel le sevrage ne sera pas terminé une semaine après le premier essai de séparation du respirateur. Alors, il faut bien avoir en tête que malgré des conditions favorables, 10 à 20% des extubations sont des échecs. Et la mortalité de ces patients qui ont un échec d'extubation est plus importante que les patients chez qui l'extubation va se passer correctement et va être un succès. Et cet échec d'extubation relié à un mauvais pronostic, en fait, c'est en soi un facteur de mauvais pronostic, c'est un facteur de mauvais pronostic indépendant. Ça témoigne pas seulement du fait que le patient a peut-être plus de comorbidité et que donc le sevrage va être plus compliqué et potentiellement plus source d'échec, et que ce serait ces comorbidités qui impacteraient le pronostic. Ça, c'est vrai, mais on sait que l'échec d'extubation en soi est aussi un critère de mauvais pronostic. Et quand on regarde un petit peu dans la littérature au cours, donc ça c'est une espèce de petit graphique résumant les études parues dans les années 2000 à 2010, mais globalement les chiffres restent toujours vrais. On s'aperçoit que vous avez en blanc, en histogramme blanc, pardon, le taux de réintubation de ces différentes études, et vous voyez que le taux de réintubation, c'est ce qu'on disait au début de cette diapositive, oscille entre 10 et 20%, et que la mortalité dans l'histogramme noir des patients qui vont avoir besoin d'une réintubation est relativement variable, mais assez élevée, hein, allant de 26-27% dans certaines études, mais pouvant atteindre 40 à 50% dans d'autres. Donc vraiment, la réintubation, c'est associé à un mauvais pronostic, et il va falloir faire en sorte que ça survienne le moins possible. Alors, une question naturelle pourrait alors à ce moment-là de dire est-ce qu'il faut attendre davantage
pour être vraiment sûr que cette extubation va bien se passer, puisque si on n'est pas finalement complètement certain et qu'on extube le patient trop tôt et qu'il est réintubé, on y associe une surmortalité. Eh bien, ce n'est pas si simple, parce qu'on sait aussi que la mortalité des patients est plus élevée dans le groupe de sevrage prolongé, c'est-à-dire dans le groupe qui va avoir un délai de sevrage supérieur à 7 jours. Dans le groupe sevrage simple, avec les anciennes définitions, qui correspond à peu près au sevrage dans la période de 24 heures, la mortalité de ces patients est à peu près de 0 à 13%. Et à l'inverse, dans les patients chez qui, 7 jours après la première tentative de sevrage, ils ne sont toujours pas séparés du ventilateur, la mortalité va de 13 à 40%. Donc, on se retrouve dans une situation où, à la fois, il va falloir être un peu sûr de ce qu'on fait pour ne pas extuber le patient trop tôt au risque de le réintuber, ce qui est associé à un mauvais pronostic, mais à la fois ne pas perdre forcément non plus du temps et à rentrer dans les catégories de sevrage compliquées, risquer des complications liées à la ventilation mécanique et également impacter le pronostic du malade. Ici, vous aviez des résultats intéressants qui concernaient la mortalité des patients inclus dans l'étude WIND qui a servi à redéfinir le sevrage. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous voyez le groupe 1 qui avait un sevrage qui était un succès dans les 24 heures suivant la première tentative. Donc c'est le J0, le J1 ici en vert ont une mortalité de 5,8%. Les patients du groupe 2 qui vont avoir un sevrage intermédiaire vont avoir une mortalité de 16,5%, et les patients du groupe sevrage prolongé vont avoir une mortalité de quasiment 30%. Et en plus de cela, il y a là c'était par catégorie, mais vous voyez qu'il y a une relation quasiment linéaire en fonction du nombre de jours de sevrage en bas et la mortalité en ordonnée. Donc vous voyez que chaque jour où on n'a pas sevré le malade est associé à une surmortalité. Donc on est dans une situation un petit peu paradoxale, un petit peu bancale, et on tombe presque dans la devise Shadot qui est en essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus ça a chance de marcher. Bon, bien évidemment, il ne faut pas considérer le sevrage des patients comme ça, mais on est quand même dans une situation un petit peu ambivalente, où on a envie d'être sûr pour extuber le patient pour éviter sa réintubation, mais où on ne doit pas attendre davantage si le patient est extubable, sinon on impacte aussi son pronostic. Et alors, pour ajouter un petit peu encore de complexité dans ce contexte qui l'est déjà, on a des données qui concernent les patients qui ont une extubation accidentelle, que ce soit une auto-extubation ou une extubation accidentelle de la part du soignant. Eh bien, on sait qu'en gros, la moitié de ces malades ne sont pas réintubés et leur pronostic est très bon chez ces patients, chez cette moitié de patients qui n'est pas réintubée. Or, l'extubation étant accidentelle, ça veut dire qu'elle n'était pas programmée, donc on n'avait pas prévu d'extuber le patient ce jour-là. Et donc, on est dans une situation, comme je vous le disais, de balance qui est extuber le patient trop tôt et le réintuber va augmenter sa mortalité. Extuber le patient trop tard va aussi augmenter sa mortalité. Il va donc falloir choisir vraiment le bon moment. Alors, pour ce faire, comment on fait? Eh bien, ce que je veux passer comme message par cette diapositive, c'est que vous, paramédicaux, au lit du patient, vous allez avoir un rôle extrêmement important à jouer. Quand on regarde cette étude de 2008 qui a été réalisée en Australie et en Nouvelle-Zélande et qui est parue dans un journal de soins paramédicaux, eh bien, on voit que dans ces pays-là, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en 2008 déjà, quand on demandait dans les équipes soignantes médicales et paramédicales qui avait l'input, c'est-à-dire qui avait l'initiative pour déclarer, c'est ce qu'il y a dans l'encadré rouge à gauche, le fait que le patient est prêt à être sevré, à choisir la méthode de sevrage, dire que le patient est prêt à être extubé, et une fois qu'on a extubé, à dire que le sevrage a éventuellement été un échec, eh bien vous voyez que dans la grande majorité des cas, allant de 72 à 94% en fonction de l'item considéré, c'était l'infirmière qui avait cette initiative de décider qu'il était temps de faire l'épreuve de sevrage, qu'il était temps d'extuber le patient, ou que de dire que l'épreuve de sevrage était un échec, et que vous voyez que le pourcentage d'input médical unique était extrêmement bas. Alors, ce n'est pas les chiffres qu'on a aujourd'hui en France, mais ça veut dire qu'on a une vraie marge de progression, et vous avez un rôle important à jouer là-dedans, d'où aussi le cours dans le cadre de CDU. Et quand on regardait de façon connexe à cette initiative et à ces décisions, quelles étaient les décisions, les modifications des réglages que les infirmières faisaient, étaient autorisées à faire et faisaient dans la réalité, vous voyez que 91% des infirmières
augmentait, ou 85% diminuait, en gros environ 9 sur 10 réglaient la FiO2 de façon autonome. 65%, les 2 tiers, changeaient la fréquence respiratoire, et 57% changeaient l'aide inspiratoire, augmentaient ou diminuaient l'aide inspiratoire. Et donc, je pense que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans nos unités, et qu'on a une vraie marge de progression là-dessus. Alors, la première chose pour réussir le sevrage ventilatoire du patient, eh bien, ça va être d'utiliser un protocole de sevrage, c'est-à-dire une procédure qui va être identique pour tous les patients, et de ne pas faire ça un petit peu de façon au débeauté, chacun de façon différente. Ici, vous avez une méta-analyse qui regroupe un nombre important d'études et de patients inclus dans ces études, et qui va regarder le succès du sevrage ventilatoire, ici approximé par la durée totale de ventilation mécanique sur ce graphique ici, en fonction du fait qu'on utilise ou pas un protocole de sevrage. Et vous voyez, en regardant en bas le petit losange, vous en avez l'habitude maintenant, en regardant en bas le petit losange noir, on voit qu'il est décalé vers la gauche, qu'il ne croise pas la ligne d'identité, et que donc c'est en faveur de l'utilisation d'un protocole de sevrage, protocole winning, et que comme ça va diminuer la durée totale de ventilation mécanique lorsqu'on utilise ce protocole par rapport à extuber les patients comme on ferait son protocole de façon usuelle. Vous avez ici une autre méta-analyse, et elle va regarder de façon un petit peu intéressante en fonction du type de réanimation. Vous avez en haut, dans le premier encadré, les réanimations polyvalentes. Dans le deuxième encadré, les réanimations à orientation neurologique. Alors, vous voyez qu'il n'y a que 2 études ici qui regroupent 214 et 204 malades, donc des effectifs un petit peu plus petits. Les réanimations chirurgicales en troisième et les réanimations médicales en quatrième. Et vous voyez que globalement, en dehors des neuro-réanimations, peut-être une typologie de patients un petit peu particulière, et puis des effectifs un petit peu moindres inclus ici, vous voyez que dans toutes les autres réanimations chirurgicales, médicales, polyvalentes, eh bien, l'utilisation d'un protocole de sevrage réduit la durée totale de ventilation mécanique. Alors, ça réduit la durée totale de ventilation mécanique, et le patient étant ventilé moins longtemps, finalement, ça va aussi impacter la durée de séjour en réanimation. Vous voyez ici une réduction, on est vers la gauche, c'est en faveur du protocole de sevrage, avec une réduction de la durée de séjour en réanimation. Et enfin, par contre, pas d'effet sur la mortalité dans ces études. Néanmoins, utiliser un protocole de sevrage, si ça réduit la durée de ventilation mécanique, ça réduit la survenue de pneumonie acquise sous ventilation mécanique, et si ça réduit la durée de séjour, finalement, ça améliore le pronostic du malade, sa sortie de réanimation, sa réhabilitation, et tout ça en plus à moindre coût. Donc, il faut utiliser un protocole. Voyons ensemble comment on fait. La première chose va être de vérifier la sevrabilité du patient. Comment on regarde ça? Eh bien, alors ici, vous avez un tableau qui est issu d'une publication de Bols en 2007 dans le European Respiratory Journal. Ça peut servir de base à l'établissement des critères de sevrabilité de votre protocole dans votre service. C'est indicatif, les valeurs peuvent être discutées, vous pouvez décider d'en choisir d'autres, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que vous établissiez dans votre service une checklist qui va être déléguée aux paramédicaux et qui, 1 à 2 fois par équipe, on va dire peut-être toutes les 8 à 12 heures, est fait chez le patient, parce qu'on va se rendre compte que peut-être on ne penserait pas que ce patient est sevrable, mais que lorsqu'on objective les choses et que lorsqu'on coche les cases de la checklist, on s'aperçoit finalement que toutes les cases sont cochées et que le patient serait peut-être sevrable. Alors, on va y mettre dedans un certain nombre d'items. Ici, comme je vous disais, un certain nombre sont proposés. Ici, dans les items cliniques, on a la toux adéquate, l'absence de sécrétion trachéobronchique excessive ou importante, la guérison de la maladie aiguë pour laquelle le patient a été intubé. Dans les mesures plus objectives, il y a la stabilité clinique, c'est-à-dire une stabilité cardiovasculaire. Ici était proposé une tachycardie inférieure à 140, une pression systolique entre 90 et 160, ou alors l'utilisation de vasopresseurs à dose minimale, on va dire par exemple moins de 1 mg/h de noradrénaline par exemple. Un statut métabolique stable, pas de grande acidose, pas de grande alcalose. Une oxygénation adéquate, par exemple une saturation supérieure à 90%, alors que la FiO2 est inférieure ou égale à 0,4 à 40%. Une PEP, par exemple, inférieure ou égale à 8, etc.
Vous avez également des items de fonction pulmonaire, et on va prendre par exemple la fréquence respiratoire inférieure à 30 ou 35 par minute, un volume courant en aide inspiratoire supérieur à 5000 kg, et l'absence, on l'a déjà cité, l'absence d'acidose respiratoire. Et puis, tout ça avec un état cognitif qui semble compatible avec la séparation du ventilateur, en l'absence de sédation, ou avec une sédation à faible dose, ou avec des molécules type dexméthylméthyline, qui ne contraignent pas l'extubation. Donc l'important est de construire sa checklist et de la vérifier plusieurs fois par jour de façon systématique, et ce, dès lors qu'on a intubé le patient. Alors, un petit détour par quelques apports technologiques qui pourraient peut-être, on va voir ensemble, permettre de vérifier la sevrabilité de façon automatisée. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de la technologie SmartCare qui est disponible sur les respirateurs de chez Dräger. Alors, le principe de la technologie SmartCare, c'est que le patient est dans un mode en ventilation spontanée avec aide inspiratoire, et le respirateur va régler de façon automatisée le niveau d'aide inspiratoire pour maintenir le patient dans une zone de confort respiratoire. Et donc, il va décroître de façon automatisée, de façon progressive, s'il s'aperçoit que le patient est stable. Il va décroître le niveau d'aide, baisser le support qu'on ajoute au patient, jusqu'à un niveau d'aide minimal à partir de laquelle il doit lui signaler que, selon lui, le patient pourrait être sevré. Et l'algorithme va être basé sur à la fois la fréquence respiratoire, le volume courant et le TCO2. S'il s'aperçoit que le patient continue à faire un volume minute correct et que le TCO2, qui reflète la PCO2, la capnie, ne monte pas, c'est que le volume minute du patient est satisfaisant. Et si ce volume minute se fait avec une fréquence respiratoire pas trop élevée et un volume courant correspondant aux objectifs, on va dire à 5-6 ml polyampiérique minimum, et bien à ce moment-là, il diminue l'aide. Donc ça vous donne des niveaux d'aide inspiratoire beaucoup plus dynamiques. Voici l'exemple d'un patient. Vous voyez, on démarre l'épreuve avec une aide à 15 cm d'eau. Après quelques minutes, il va monter le niveau d'aide à 17 cm d'eau, puis il redescendre à 15 cm d'eau, et ainsi de suite. Et puis finalement, en un peu plus d'1 heure et demie, arriver à un niveau minimal d'aide à 7, qui va correspondre à un signal disant que probablement on pourrait extuber, en tout cas sevrer le patient du respirateur. Alors, ça paraît très séduisant. Ça a été montré au cours du début des années 2000 que ça permettait une adaptation beaucoup plus dynamique de l'aide inspiratoire aux patients, que ça permettait de passer plus de temps dans la zone de confort que dans une aide inspiratoire traditionnelle, surtout si c'est le médecin qui, 2 fois par jour seulement, va régler les niveaux d'aide. Ça avait une bonne prédictibilité du test de sevrage et ça permettait de diminuer le travail respiratoire du patient. Alors maintenant, concernant la durée de sevrage, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça permet de diminuer la durée du sevrage ventilatoire. Vous avez ici une méta-analyse de 6 études. En haut, en haut, les 4 études qui avaient comparé le SmartCare à une stratégie de sevrage basée sur un protocole. Et en bas, les 3 études qui comparaient le SmartCare à une stratégie de sevrage qui n'était pas basée sur un protocole. Et globalement, on s'aperçoit que c'est en faveur du SmartCare. Ça réduit dans cette méta-analyse publiée en 2014 d'environ 2 jours, 2,7 jours, la durée du sevrage ventilatoire. Sur la mortalité, en revanche, pas d'effet, mais finalement, c'est peut-être pas ce qu'on demande à un tel procédé. Toutefois, toutes les études n'étaient pas dans le même sens et toutes les études ne rapportaient pas un tel effet. Vous avez ici l'étude de Rose, publiée en 2008. Vous voyez que, en fonction du temps, la probabilité de rester ventilé, en très plein, la courbe contrôle avec un sevrage traditionnel, en très pointillé, la courbe avec le SmartCare qui a été utilisé. Vous voyez que les courbes sont totalement superposées. Donc, dans cette étude, aucun intérêt du SmartCare. Pourquoi? Une des explications est que dans le groupe contrôle, c'était une étude qui était réalisée en Australie et Nouvelle-Zélande, une région dans laquelle la majorité, environ 70% des infirmières, avaient une spécialisation, une qualification en soins critiques, en gros l'équivalent du DU que vous êtes en train de passer, qu'elles avaient une autonomie, qu'elles étaient relativement autonomes. C'est globalement le même pool qui avait été interrogé dans la diapositive que je vous ai déjà présentée sur leur autonomie à monter l'aide, baisser l'aide. Et puis, dernière chose, il y a un ratio d'infirmières par patient de 1 pour 1,
Et donc, globalement, c'est sûr que quand on a une infirmière formée, motivée, intéressée, qui est autonome et à qui on a délégué les réglages des ventilateurs et qui, en plus, a un peu plus de temps pour s'occuper du malade puisqu'il y a une infirmière pour un patient, eh bien, du coup, il n'y a pas de gain au Smart Care. Alors, on pourrait se dire qu'on ne pourra jamais faire ça chez nous. Néanmoins, vous êtes là et vous vous formez et vous allez, dans vos services, peut-être mettre en place des procédures, des protocoles de sevrage dans lesquels il ne serait pas du tout illusoire de croire qu'on puisse déléguer au personnel paramédical la gestion de l'aide inspiratoire, la gestion de la FiO2. Et dans ces conditions-là, de la même façon qu'on l'avait un petit peu vu sur le gonflage automatique du ballonnet dans le cours précédent, eh bien, quand on fait ça, il est probable que l'utilisation du Smart Care n'apporte pas grand-chose de plus. Alors, il y a un deuxième mode dont on avait déjà parlé dans le cours sur la ventilation invasive, qui est l'Adaptative Support Ventilation. Si vous vous souvenez, c'est sur le respirateur Hamilton, avec du coup le réglage d'un volume minute cible et la machine qui s'arrange et qui s'organise pour gérer les niveaux de pression et la fréquence respiratoire pour arriver au travail minimal pour les muscles respiratoires du malade. Donc, ça a été aussi utilisé pour voir si on pourrait vérifier la sevrabilité du patient. Donc, dans une étude qui comparait donc, la ventilation en ASV, Adaptative Support Ventilation, versus la VSN, Pressure Assist Ventilation, chez les patients dans une réanimation médicale. Et on voyait que dans cette étude, on avait une réduction de la durée du sevrage, 67 heures versus 92 heures, et une diminution aussi qui était significative, mais toutefois assez peu pertinente, de la durée du sevrage, 2 heures finalement dans les deux groupes, même si l'intervalle de confiance est beaucoup plus recentré autour du 2 dans le groupe ASV, et une durée totale de ventilation mécanique de 4 jours, mais finalement dans les deux groupes, à nouveau avec l'intervalle de confiance un peu plus près de 4 dans le groupe ASV. Donc un gain, certes, d'une trentaine d'heures sur la durée du sevrage, mais sur une durée totale de ventilation mécanique dans la population qui était finalement assez modeste. Pas d'autres gains, les autres critères comme la durée de séjour, LOS, length of stay en réanimation, où la mortalité n'était pas impactée. Donc peut-être que ça sert un petit peu à quelque chose, mais c'est quand même d'intérêt assez modeste. Et à nouveau, dans un service où un protocole de la délégation est fait, ou de la gestion de l'aide inspiratoire est déléguée au paramédical, probablement que l'ASV n'apporterait rien non plus. Je passe sur ça, c'est pour montrer que la population de cette étude était majoritairement des patients qui avaient du sevrage simple et majoritairement des sujets BPCO qui avaient de l'acidose hypercapnique et qui en plus avaient reçu extrêmement peu de sédation. Vous voyez, en moyenne 5 mg de midazolam par patient et c'est tout, et 0 microgramme de fentanyl, donc vraiment des BPCO intubés, désédatés tout de suite, avec de l'acidose respiratoire. Vous voyez, 73 dans le groupe ASV, 59% de patients qui avaient une COPD, c'est-à-dire une BPCO, donc une sous-population en plus un petit peu particulière. Donc un gain modeste dans une population bien particulière, donc probablement pas que ça soit la solution d'avenir non plus. Donc tous les jours, grâce à ma checklist, j'ai vérifié la sevrabilité de mon patient. Si j'ai des respirateurs qui ont la possibilité de faire du Smart Care, pourquoi pas, mais si finalement, si on utilise une équipe d'infirmières motivée et formée, ça fait aussi bien. Et donc, lorsqu'on a vérifié la sevrabilité du malade et que tous les items de la checklist y sont, à ce moment-là, on va réaliser une épreuve de sevrage pour tous les patients qui ont été ventilés plus de 48 heures. Alors pourquoi ça? Parce qu'on sait maintenant depuis plus de 20 ans que le fait de réaliser une épreuve de sevrage diminue les échecs d'extubation. Ces vieux travaux, elle était d'environ 13% lorsque le patient avait réussi l'épreuve de sevrage. Il réussit l'épreuve de sevrage en extube, il n'y a que 13% de réintubation. Alors que quand on ne fait pas d'épreuve de sevrage et qu'on exhume les malades comme ça à la volée, le taux de réintubation atteint 40%. Donc l'épreuve de sevrage permet de prédire et de mieux prédire et de n'extuber que les patients qui seront le moins à risque d'échec d'extubation. Donc quand est-ce qu'on fait cette épreuve de sevrage? Eh bien le plus tôt possible, dès que finalement notre checklist est remplie. Donc je répète que la pathologie ayant conduit à l'intubation est résolue, que l'état hémodynamique est stabilisé sans vasopresseur ou avec des doses faibles et décroissantes de vasopresseurs, que l'oxygénation s'est améliorée avec une PaO2 satisfaisante ou une SPO2 satisfaisante, avec des niveaux de FiO2 basses qu'on pourrait éventuellement approximer par un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur à 150, que la PEP n'est plus très élevée, que la sédation continue est arrêtée ou diminuée et qu'en tout cas, le patient est réveillé et coopéré. Comment on réalise ce test de sevrage? Donc je reprends, tous les jours on fait notre checklist, voire même plusieurs fois par jour, on fait notre checklist et on vérifie la sevrabilité du patient. Tous les cases sont cochées ou 9 cases sur 10 sont cochées, on est dans le vert. On va donc réaliser un test de sevrage si le malade a été ventilé plus de
48 heures. Alors, vous avez ici 5 façons différentes de réaliser un test de sevrage. Le premier, ce qu'on appelle un peu le T-tube en ventilation spontanée, c'est-à-dire on va déconnecter le patient du ventilateur, le faire respirer à travers la sonde d'intubation avec un apport d'oxygène. On a le moyen de faire la même chose, mais en gardant le malade branché sur le respirateur. Ça consiste du coup à laisser le malade en ventilation spontanée avec aide inspiratoire, mais en mettant l'aide à 0 et la PEP à 0. Finalement, c'est comme lors de la première ligne en ventilation spontanée, quand on déconnecte, il y a bien une aide à 0, une PEP à 0. Mais le fait de laisser le malade branché sur le respirateur va avoir plusieurs intérêts. Le premier, déjà, de ne pas mettre la sonde d'intubation à l'air libre avec les risques éventuellement infectieux, tout ce que ça implique. On reste quand même branché sur un circuit fermé avec des filtres. Et la deuxième chose, c'est que laisser le malade sur le respirateur va permettre de monitorer les volumes que le malade génère, la fréquence réelle que le malade génère pendant l'épreuve de sevrage, et éventuellement aussi de surveiller les pressions qu'il est capable de faire, par exemple sur le nombre de toussées, pour voir un peu les capacités de contraction des muscles respiratoires, des muscles de la paroi thoracique pour générer des pressions ou des dépressions sur le nombre d'inspirer à fond. Donc quand même, on est déjà, si on se concentre sur ce qu'on appelle comme ça le T-tube, c'est-à-dire ED0, PEP0, on est quand même beaucoup mieux, et ne serait-ce que pour monitorer le malade, si on réalise cette épreuve de T-tube branchée sur le respirateur. Autre moyen de réaliser le test de sevrage, utiliser une épreuve de sevrage en aide inspiratoire à bas niveau d'aide, aide 6 ou 7 par exemple, sans PEP. C'est l'épreuve en aide 6, aide 7, PEP 0. Quatrième méthode, l'AVS aide à bas niveau d'aide avec PEP basse, donc aide 6 ou 7, PEP 3 à 5 par exemple. Et puis la cinquième méthode, c'est utiliser des modes complexes, à nouveau la SV ou alors la PAV, la Proportional Assist Ventilation, dont on avait parlé aussi dans le cours sur la ventilation invasive, pour réaliser cette épreuve de sevrage. Alors, on va revenir sur les modes complexes. Je vous ai déjà dit que la SV avant pour aller vérifier la sevrabilité du malade et derrière aussi pour vérifier en tant qu'épreuve de sevrage, c'était aujourd'hui encore pas la panacée, pas ce qui est recommandé. Voici une autre étude qui a utilisé cette fois-ci la PAV, la Proportional Assist Ventilation, et qui a comparé ça à la fois au T-tube, donc on va appeler ça T-tube à l'ancienne, mais c'est ED0, PEP0, à une épreuve de sevrage en VSAD à niveau d'aide minimale, qui s'appelle ici Pressure Support Ventilation de PSV. Donc vous voyez, on avait inclus 160 patients, ici à gauche, 46 qui avaient une épreuve de sevrage avec de l'aide bas niveau, 66 qui avaient ED0, PEP0 en T-tube, et 48 qui avaient de la PAV. Et globalement, dans cette étude, les résultats sont négatifs. Que je regarde la durée de séjour, le temps à l'hôpital, le temps avant d'être réintubé pour les patients qui étaient réintubés, la mortalité, l'échec d'extubation, l'avant-dernière ligne par exemple, qui est aussi intéressante, eh bien j'ai le même résultat dans tous les groupes. Donc la PAV n'a pas d'apport supplémentaire, ne permet pas de mieux prédire et de donner un meilleur pronostic derrière aux malades que les modes conventionnels. Donc les modes complexes, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de place pour utiliser ces modes en tant qu'épreuve de sevrage. Donc en gros, il nous reste le T-tube, ED0, PEP0, ED0, PEP0, pardon, et vous avez compris, branché au respirateur, le T-tube avec juste l'oxygène branché au mur et le malade qui respire avec la sonde séparée du ventilateur, il ne faut vraiment plus faire. Donc il nous reste ED0, PEP0 branché au ventilateur, bas niveau d'aide PEP0, bas niveau d'aide avec un peu de PEP. Alors on sait depuis longtemps aussi que si on garde un fond de PEP, ça met un peu de pression positive dans le thorax et ça peut masquer une dysfonction cardiaque qui se démasquerait au moment où on extuberait le malade et où il n'aurait plus ce niveau de pression de PEP et cette CPAP. Et donc, finalement, il va falloir éviter ça. Il nous reste donc ED0, PEP0 ou ED6-7, PEP0. Lorsqu'on fait une épreuve en ED0, on sait que ça va conduire à des extubations un petit peu plus tardives que l'épreuve de VSAID à bas niveau d'aide. On est vraiment dans une situation où le malade se débrouille tout seul, n'a aucun support et va même respirer à travers sa sonde d'intubation sans aide, c'est-à-dire finalement à travers un calibre de voie aérienne plus petit que celui qu'on a, vous et moi. Donc on pourrait même imaginer que ça va lui entraîner un effort supplémentaire et que de laisser un très bas niveau d'aide va permettre de compenser le travail respiratoire qu'on demande aux patients dû à la résistance de ce tuyau plus petit que ces voies aériennes qu'est la sonde d'intubation. Et donc, quand on ne met pas ce niveau d'aide minimal, on ne compense pas le travail dû à la sonde d'intubation, donc on met l'aide à 0, ça arrive et ça conduit à des extubations plus tardives que lorsqu'on fait une épreuve de sevrage avec aide 6 par exemple. Néanmoins, il a été rapporté qu'en post-extubation immédiate, pour les patients qui ont été intubés relativement longtemps,
les voies aériennes sont œdémaciées et les résistances des voies aériennes du patient peuvent être augmentées finalement et se rapprocher en termes de diamètre de ce qu'est une sonde d'intubation. Et donc finalement, le travail respiratoire pendant l'épreuve en mode 0 et après l'extubation pourrait être le même. Alors comment on fait pour choisir? Eh bien, je vous renvoie à des recommandations internationales édictées en 2007. Vous voyez ici, un Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Adults, c'est une recommandation américaine. Ils ont analysé la littérature qui finalement est assez pauvre, puisque vous voyez ici, donc, pour prédire le succès de l'épreuve de sevrage, Successful SBT, c'est pour Spontaneous Breathing Trial, il y a 3 études. 3 études randomisées seulement, et en plus avec des risques de biais, enfin, donc c'est vraiment pas parfait. Néanmoins, ce que ça nous dit, c'est que lorsqu'on utilise un SBT, Spontaneous Breathing Trial, avec un faible niveau de pression, on a 79,5% de succès de l'épreuve de sevrage, et que quand on utilise un SBT sans niveau de pression, F0, on a 73% de succès de l'épreuve de sevrage, et c'est significatif, ça veut dire que lorsqu'on fait une épreuve avec un peu d'aide, on a plus de succès de l'épreuve de sevrage. Alors ça c'est bien, le succès de l'épreuve de sevrage, mais finalement de derrière, on veut savoir si le patient extubé va le tenir, extubé, s'il ne va pas être réintubé, parce que finalement si on a plus de succès de l'épreuve de sevrage, mais que derrière on a plus de réintubation, on a tout perdu. Et donc là, pour le succès de l'extubation, il y a une étude supplémentaire, on est à 4 études, vous voyez que ce n'est pas non plus énorme, 400 malades et 400 malades, on pourra probablement encore progresser là-dessus et faire de nouvelles études. Néanmoins, les données de la science actuelle, c'est lorsque j'utilise une épreuve de sevrage avec un faible niveau de pression, j'ai 74% de succès de l'extubation. Alors que lorsque j'utilise une épreuve de sevrage sans niveau de pression, j'ai 67% de succès de l'extubation. Et à nouveau, c'est significatif, c'est-à-dire qu'une épreuve avec un faible niveau d'aide me conduit à plus de succès de l'épreuve de sevrage et plus de succès de l'extubation derrière. Et donc, on va privilégier une épreuve de sevrage avec un bas niveau d'aide, mais je le répète, sans perte. En 2020, 2021, dans votre algorithme, dans votre protocole, l'épreuve de sevrage pour tous les malades ventilés plus de 48 heures, c'est une épreuve d'aide inspiratoire, aide 6 par exemple, PEP 0. Alors comment on fait? La première chose, c'est qu'on va informer le patient de ce qu'on va faire pour le rassurer et qu'il ne soit pas angoissé. La durée, eh bien 30 minutes, ça suffit chez la majorité des patients standards. On va être amené à allonger un petit peu cette durée de l'épreuve de sevrage à 1 heure, voire éventuellement 2 heures, chez les patients qui ont des facteurs prédictifs d'échec d'extubation, chez qui on veut allonger la durée pour voir si une défense respiratoire ne se démasque pas un petit peu plus tard que les 30 minutes qui suffisent chez les patients standards. Et finalement, ces patients, on va le voir, se regroupent en 2 grandes catégories, c'est des patients qui sont insuffisants cardiaques et insuffisants respiratoires chroniques. Ici, les données maintenant un petit peu anciennes de l'équipe de Samir Jaber, mais finalement, ça me fixe bien les choses et ça vous montre sur 142 patients qui avaient eu un succès d'extubation et 26 patients qui avaient un échec d'extubation. Quand on compare un peu les données de ces 2 populations, on s'aperçoit que les patients qui ont un échec d'extubation sont plus âgés, 65 ans versus 56 ans, qu'ils ont plus de pathologies cardiaques sous-jacentes, vous voyez, Severe Underlying Cardiac Disease, 38% versus 14%, plus de pathologies respiratoires et plus de l'une ou de l'autre. Vous voyez qu'on est quand même à 2/3 des patients qui avaient une pathologie cardiaque ou respiratoire sous-jacente dans le groupe de patients qui a un échec, versus seulement 40% chez ceux qui ont un succès d'extubation. Une fois qu'on a une fois qu'on a programmé la durée de notre épreuve de sevrage, on va mettre le patient en position semi-assise à 45 degrés. Alors, on avait déjà vu que c'était la position idéale pour prévenir les PAVM dans le cours autour du respirateur. Mais là, dans le contexte spécifique du sevrage, ça a encore un intérêt. Donc ça a été montré par une étude réalisée ce qu'on appelle en crossover, où on faisait passer le patient qui était en cours d'épreuve de sevrage par 3 positions. Une position à 0 degré, complètement à plat dos, une position à 45 degrés, donc semi-assis, et un vrai 90 degrés, donc là vraiment une position assise complète. Et puis on enregistrait chez ces patients tout un tas de paramètres que vous avez ici à gauche, qui ont l'air un petit peu compliqués, mais on va se focaliser par exemple sur la première ligne, ou la deuxième ligne, qui sont le WOB, le Work of Living, c'est-à-dire le travail
pour respirer. Le travail respiratoire, vous voyez l'unité en joules, par exemple sur la deuxième ligne, en joules par minute, c'est-à-dire vraiment la dépense énergétique que demande le fait de respirer. Et bien de façon significative, et ça l'était finalement pour tous les paramètres dérivés ici concernant la mécanique respiratoire, la situation dans laquelle on demande le moins d'effort au système respiratoire du malade, c'est la position à 45 degrés, complètement à plat dos, complètement assis, cassé en deux, ça demande plus d'effort au patient. Donc on va le mettre dans les meilleures conditions, on va l'asseoir à 45 degrés pour réaliser l'épreuve de sevrage, et bien entendu derrière, quand on l'aura extubé, si on a réussi l'épreuve, si le patient a réussi l'épreuve de sevrage, quand on va l'extuber, on le mettra dans la même position. Donc position semi-assise à 45 degrés. Aspiration trachéale, si nécessaire, je réinsiste à nouveau aussi par rapport aux autres cours, on ne fera pas d'aspiration trachéale systématique, mais si nécessaire, une aspiration trachéale, et auquel cas, on repassera par une étape de reventilation de 2 minutes avant l'épreuve. Il ne s'agirait pas, rappelez-vous, ce que vous avez montré sur les brebis de l'équipe de la salpêtrière, il ne s'agit pas de dérecruter un maximum le patient et immédiatement derrière de le faire respirer pendant son épreuve de sevrage. Expérimentalement, vous ne le mettez pas dans les meilleures conditions. Donc s'il a besoin, vous l'aspirez et vous le refaites reventiler en aide inspiratoire avec ses paramètres, éventuellement même en lui demandant de prendre des grandes inspirations pour se dépisser un maximum les alvéoles pulmonaires et éviter les atelectasies qu'on a générées en aspirant, avant de débuter l'épreuve de sevrage en L6 PEP0. Et puis vous allez le surveiller, à la fois sur les paramètres du scope et les paramètres cliniques. J'ai donc vérifié la sevrabilité de mon patient plusieurs fois par jour. J'ai coché les cases de ma checklist, je suis en zone verte, j'organise une épreuve de sevrage si mon patient a plus de 48 heures de ventilation derrière lui. Cette épreuve, elle se fait avec 30 minutes chez la plupart des patients, en L6, PEP0, patient à 45 degrés, bien informé. Comment, à l'issue de cette épreuve, je vais juger de l'efficacité du fait que ça a fonctionné, que le patient a eu un succès de l'épreuve ou un échec? Eh bien là, ce n'est pas très simple et il n'y a pas une réponse unique à ce jour. On dispose d'un certain nombre de critères dits objectifs. Alors vous avez le volume courant, vous avez la fréquence respiratoire, vous avez éventuellement la pression maximale que peut générer le patient en respirant de façon spontanée, vous avez éventuellement sa capacité vitale, sa ventilation minute, et puis je vous ai même montré que les gens avaient mesuré le travail respiratoire. Et puis sur la gazométrie, vous avez la PO2, voir si le patient est hypoxémique, le rapport PaO2 sur FiO2 et la PCO2, pour voir si le patient a une ventilation minute satisfaisante lorsqu'il respire tout seul. Alors bien sûr, tout ça, on va le regarder, mais pris individuellement, ce sont des mauvais prédicteurs du succès ou de l'échec de l'extubation. Finalement, quand je regarde une fréquence respiratoire, vous pouvez avoir des patients qui vont être à 20 par minute, qui sembleraient bien et qui vont pourtant avoir un échec, et des patients qui vont être à 25 et qui auront un succès. Idem pour la PO2, idem pour la PCO2. Peut-être que ce qui serait un petit peu plus intéressant, c'est une cinétique chez un même malade, de comparer les paramètres entre juste avant de le passer en épreuve de sevrage, quelques minutes après le début de l'épreuve de sevrage, et à la fin de l'épreuve de sevrage. C'est sûr que si le malade, lorsque vous le ventiliez avec une aide à 12 ou une PEP à 5, il avait 18 par minute de fréquence respiratoire, au bout de 5 minutes d'épreuve de sevrage, il est à 20 et qu'à la fin de l'épreuve, il est à 28, probablement qu'on va dire que c'est un échec, que le patient devient franchement polyclinique. Donc une cinétique d'un paramètre ou de plusieurs de ces paramètres chez un malade peut avoir un sens. Néanmoins, un paramètre pris isolément, voilà, je vous le dis, fréquence respiratoire 23, vous ne savez pas quoi en faire, c'est assez peu prédictif de l'épreuve, du succès ou de l'échec de l'extubation. Si on devait prendre un de ces paramètres objectifs, probablement que le moins mauvais, ce serait ce qu'on appelle le Rapid Shallow Breathing Index, un nom un peu barbare, le RSBI. En fait, c'est la fréquence respiratoire divisée par le volume courant. Donc, on tourne toujours autour de cette notion de volume minute, vous voyez, mais cette fois-ci, ce n'est pas le produit, ce n'est pas le volume minute, c'est la FR divisé par le VT, le taille del volume, le volume courant. Le volume courant étant exprimé en litres. Et donc, si par exemple un patient respire à, mettons, 25 par minute en générant 500 ml, ça fait 25 divisé par 0,5, il a un RSBI à 50. Alors, c'est probablement le mauvais paramètre. Il y a plusieurs études dans la littérature qui ont testé ça. Le cutoff un petit peu reconnu, c'est 100. Je vais vous montrer une de ces études, on va dire la plus récente, ça c'est une étude de 2020. Ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de Rock. Donc, plus la courbe va vers le coin en haut à gauche, et donc plus l'air sous cette courbe ressemble à un carré complet, et plus les performances diagnostiques de ce test sont correctes. Et ici, pareil, on retrouvait le même seuil, le même cutoff avec la meilleure sensibilité spécificité à 100, un peu comme ce que je vous dis dans les autres études de la littérature. Et vous voyez que les caractéristiques, les performances, pardon, de ce test et de ce seuil
bon, sont ce qu'elles sont, mais elles sont loin d'être parfaites. Une sensibilité de 95%, c'est-à-dire que 95% des patients qui vont avoir un échec auront un RSBI supérieur à 100. Ok, c'est assez sensible, on les détecte. Néanmoins, une faible spécificité, 36%. Une valeur prédictive positive, G supérieur à 100, 83% des malades vont avoir un échec, mais ça veut dire aussi que 17% finalement ça va bien se passer. Une valeur prédictive négative qui est moins bonne pour le coup, 67,7, ça veut dire que seulement 67,7% des patients qui n'auront pas 100 auront un succès, et des rapports de ressemblance positive et négative qui ne sont pas très bons non plus. Donc, c'est le moins pire, mais ce n'est pas non plus la panacée, ça vaut le coup de le vérifier. Faites un petit peu des calculs, des petites simulations rapidement sur un bout de papier, vous allez voir que pour dépasser 100, il faut vraiment que le patient ne soit pas dans très bonnes conditions. Vous voyez, à 30 par minute et 300 de volume courant, ça fait 30 divisé par 0,3, on arrive autour de 90, on n'est même pas encore à 100. Et pourtant, si vous avez un patient en face de vous qui fait 300 ml de volume courant 30 fois par minute, je pense que ça nous alerterait un peu et qu'on dirait qu'il est franchement polyclinique. Alors, de quoi on peut aussi s'aider? Eh bien, de l'impression du patient. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais n'oubliez pas qu'on peut lui demander, a priori à ce stade-là, il est complètement désédaté, il est coopérant, il est capable de vous dire si, à son avis, il respire bien ou il ne respire pas bien, et si entre le moment où vous avez changé les paramètres, avant que vous changiez les paramètres et le moment où vous avez changé les paramètres, puisque vous lui expliquez que vous faites une épreuve de sevrage, il va être peut-être capable de communiquer avec vous, de vous dire ce qu'il en pense. Ça a été regardé aussi, hein, la capacité des patients à prédire le succès de l'extubation. Dans cette étude, vous voyez qu'il portait sur à peu près 150 patients. À la fin de l'épreuve de sevrage, on avait 115 patients qui étaient confiants sur le fait qu'ils allaient réussir l'extubation, 38 patients qui n'étaient pas confiants et qui pensaient que ça allait rater. Et quand on regardait finalement le succès de l'extubation, c'est 90% chez ceux qui étaient confiants, mais c'est que 45% chez ceux qui n'étaient pas confiants. Donc les patients ne sont pas des si mauvais prédicteurs que ça. Vous voyez, ils font largement aussi bien que le Rapid Swallow Volume Index. Et donc, le taux d'échec chez les patients pas confiants est quand même fortement plus élevé. Alors, de façon intéressante, quand on regardait chez les patients pas confiants la différence avec les patients confiants, on retombe sur les mêmes facteurs que tout à l'heure. Ils sont plus âgés, ils ont plus d'hypercapnie, donc plus de maladies respiratoires. Et puis, on retrouve ce F sur VT avant et à la fin de l'épreuve. Vous voyez un F sur VT qui est supérieur chez les patients pas confiants, 52 versus 39 à la fin de l'épreuve de sevrage. On est loin des 100, hein. Oui, mais en tout cas, la valeur est plus élevée que chez ceux qui sont confiants et qui vont réussir l'extubation. Donc, le patient âgé, attention, le patient insuffisant cardiaque, attention, le patient insuffisant respiratoire, attention, et le patient qui ne se dit pas confiant, attention. Au-delà de l'impression du patient, le dernier critère, ça va être l'impression clinique du soignant, et en l'occurrence de vous. Il va falloir que vous prononciez un petit peu, vous habitez au contact du malade, et vous allez pouvoir voir de façon à la fois objective, mais aussi subjective avec votre expérience de soignant, si pour vous, ce patient, ça va bien fonctionner ou non. L'épreuve de sevrage s'est bien déroulée. Donc, a priori, on a réussi l'épreuve de sevrage. La question, c'est puis-je extuber le patient? Donc là, s'introduit la notion différente de réussite de l'épreuve de sevrage, de sevrabilité du malade et d'extubabilité, qui n'est pas 100% parallèle. Alors, puis-je extuber le patient s'il a réussi l'épreuve de sevrage? La première chose, il va falloir estimer l'abondance et l'aspect des sécrétions. Certes, on avait mis notre checklist de sevrabilité au départ, mais c'est vraiment le moment de se poser la question de savoir si les sécrétions que présente le patient, quelle que soit leur abondance, vont être capables, le patient va être capable de les éliminer avec sa toux et les capacités de toux qu'il a, les muscles de la paroi respiratoire. Et donc là, il y a un vrai travail de collaboration avec le kinésithérapeute pour savoir si, à son sens, le patient sera suffisamment autonome pour expectorer ces sécrétions. Sinon, même si l'épreuve de sevrage s'est bien déroulée, probablement qu'il va falloir attendre que le patient en prenne un petit peu de force au risque d'avoir un encombrement bronchique important dès les premières heures post-extubation. Et puis la deuxième chose, ça va être d'estimer le risque d'œdème laryngé. On sait que l'intubation, et a fortiori si elle est prolongée, et puis on va voir ensemble un certain nombre d'autres facteurs de risque, peut conduire à la survenue d'un œdème laryngé qui en soi n'est pas gênant lorsque le patient est intubé, mais lorsqu'on va le faire respirer tout seul sans la sonde d'intubation par ses voies aériennes, s'il a un œdème laryngé, va pouvoir franchement le gêner. Vous avez ici la visualisation, pour ceux qui n'ont pas vu, d'un plan glottique normal. Vous avez les deux grands traits blancs un peu plats là, qui représentent un triangle, qui sont les cordes vocales. On est en vision au-dessus des cordes vocales. Et puis en dessous, c'est la trachée, et on devine dans le tuyau là, qui s'enfonce et qui fuit un petit peu au fond de l'image, les anneaux trachéaux en forme d'arc de cercle.
Et donc la sonde d'intubation, quand on intube un patient, on la fait passer par ici dans la trachée à travers les cordes vocales. Donc, voici un plan glottique tout à fait normal. Et voici la même photo, enfin la photo d'un plan glottique pris au même endroit chez un patient qui a un œdème laryngé. Et vous voyez donc qu'il y a vraiment un œdème de tout ce plan-là, qu'on ne voit quasiment plus les cordes vocales tellement elles sont cachées par l'œdème. Et vous avez vu la taille de la filière laryngée, la taille du tuyau par lequel l'air va passer. Et donc rappelez-vous aussi tout ce qu'on avait dit sur les résistances des voies aériennes qui sont inversement proportionnelles à la puissance 4, le rayon du tuyau par lequel ça passe. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus difficile de respirer et de faire passer l'air par cette glotte œdémaciée que par celle de gauche. Donc l'œdème laryngé, c'est un vrai piège, et c'est vraiment quelque chose qui peut faire en sorte qu'on est sur un échec immédiat d'extubation, et c'est même dangereux parce que réintuber les patients, vous imaginez bien que sur la photo de droite, pour faire passer la sonde d'intubation, si on doit le réintuber, ce patient, ben, on va être vraiment dans le souci. Alors, l'œdème laryngé, c'est en moyenne chez 5 à 15% des patients, c'est plus fréquent chez la femme, et donc pour essayer de le dépister, on peut réaliser ce qu'on appelle un test de fuite. Alors, qu'est-ce que c'est que le test de fuite? Le test de fuite, ça consiste, alors que le patient, à nouveau, est bien réveillé, on a vraiment tout fait, et il est sevrable, hein, il a même réussi l'épreuve de sevrage. Donc, chez ce patient, on va dégonfler le ballonnet de la sonde d'intubation après l'avoir bien aspiré en sus glottique, avoir fait un soin de bouche. Et idéalement, si en plus vous avez mis une sonde d'intubation avec un canal d'aspiration sous-glottique, c'est ce qu'on a mis ensemble dans le cours sur autour du respirateur, aussi une bonne aspiration sous-glottique. Bref, pour qu'il n'y ait pas de sécrétion qui lui tombe dans la trachée et dans les bronches au moment où vous allez dégonfler le ballonnet. On dégonfle le ballonnet, et donc en théorie, le ballonnet étant dégonflé, il va y avoir une fuite aérique, et une partie de l'air inspiré par le patient va sortir autour du ballonnet dans la pièce, il ne retournera pas au respirateur. Et donc si je compare le volume courant inspiré sur le ventilateur et le volume courant expiré qui revient au ventilateur, chez un patient qui est normal et qui n'a pas d'œdème laryngé, il va y avoir des fuites, et je vais donc avoir une différence en millilitres entre le volume courant inspiré et le volume courant expiré. Si j'ai un œdème laryngé, comme on l'a montré sur la photographie précédente, la seule filière disponible en fait va être l'endroit où va passer la sonde d'intubation, et l'œdème autour va faire quasiment comme un joint d'étanchéité, va venir coller la sonde d'intubation, et lorsque je dégonfle le ballonnet, eh bien, je n'aurai pas de fuite, puisque l'œdème laryngé empêchera l'air de passer autour de la sonde d'intubation. Et donc l'absence ou le faible niveau de fuite, on considère que c'est aux alentours de 120 ml ou 12% du volume courant. Hein, si je n'ai pas un delta entre mon volume courant inspiré et expiré de moins 12% ou de moins 120 ml, à ce moment-là, c'est un facteur de risque. Hein, ce n'est pas du 100%, mais c'est un facteur de risque d'avoir une détresse respiratoire, un stridor post-extubation. Vous voyez, notre ratio qui est aux alentours de 6, c'est-à-dire si quand vous faites le test de fuite, vous n'avez pas au moins 120 ml de fuite ou 12% de delta entre votre VTI et votre VTE, vous avez 6 fois plus de risque d'avoir un œdème laryngé et un stridor post-extubation. Mais, encore une fois, ce n'est pas parfait. Le fait qu'il y ait à la fois, vous voyez que c'est que x6, ce n'est pas x 10 000, hein, et puis l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des fuites ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'œdème laryngé. Si j'ai des fuites, vous voyez que ce ratio est plus petit que 1, c'est 0,48, à peu près 0,5. Ça veut dire que si j'ai des fuites, j'ai 2 fois moins de risque, c'est multiplié par 50%, j'ai 2 fois moins de risque d'avoir une obstruction laryngée post-extubation, mais 2 fois moins de risque, ce n'est pas non plus 0 risque. Donc, ce test de fuite, il est plutôt conseillé de le faire chez les patients à risque de stridor. Et qui sont les patients à risque de stridor? Eh bien, quand on regardait cette étude de Samir Jaber, qui date maintenant presque une petite vingtaine d'années, hein, et quand on regardait des patients qui avaient un stridor et qui n'avaient pas de stridor, eh bien, les patients qui avaient un stridor, il y avait plus de femmes, hein, vous voyez, quasiment un sexe ratio de 50-50, 6 hommes pour 7 femmes chez les patients qui avaient un stridor, alors que 72 hommes pour 27 femmes chez ceux qui n'en avaient pas. C'était des patients plus graves, avec un indice de gravité supérieur à ceux qui n'avaient pas de stridor. C'était des patients qui avaient une admission majoritairement médicale. Donc les patients médicaux sont plus à risque que les patients chirurgicaux. C'est des patients qui avaient une intubation pré-hospitalière. Vous voyez, 62% d'intubation pré-hospitalière chez les patients qui avaient un stridor, probablement parce que l'intubation est souvent plus compliquée dans le contexte pré-hospitalier et qu'il est possible aussi que l'expérience dans certains cas de l'opérateur soit moindre. Et puis, autre facteur de risque important, vous voyez, une intubation difficile ou une intubation traumatique va entraîner plus de risque de stridor. Et enfin,
la pression dans le ballonnet. C'était à une époque où on monitorait beaucoup moins la pression dans le ballonnet. Vous voyez, la pression dans le ballonnet était largement supérieure, 83 cm d'eau en moyenne dans le groupe de patients qui avaient un stridor. Donc ça, c'est aussi un élément important, on en a déjà parlé, pour monitorer la pression dans le ballonnet. Et enfin, la durée d'intubation était supérieure, donc je vous l'ai déjà dit, mais plus le patient est intubé longtemps, plus il arrive le stridor, et l'antécédent d'auto-extubation, parce que si vous êtes extubé une première fois en ne dégonflant pas le ballonnet, vous avez vraiment fait passer le ballonnet à travers les cordes vocales, vous avez vraiment agressé le plan glottique, et il va réagir en faisant de l'œdème. Donc, chez les femmes, a fortiori qui ont un motif d'admission médicale, ont une intubation ou préhospitalière, ou traumatique, ou difficile, on s'y a repris à plusieurs fois et on a fait saigner, ou quoi au caisse. Un ballonnet qu'on sait qui a été surgonflé, une intubation prolongée de 6 jours et un antécédent d'auto-extubation, eh bien, ça doit faire pratiquer un test de fuite. S'il y a un œdème laryngé, si en gros il n'y a pas de fuite, je vous rappelle, moins de 12% ou moins de 120 ml de fuite, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va administrer une corticothérapie systémique en cas de test de fuite négatif, et ça va diminuer le risque de stridor et de l'intubation en catastrophe du patient. Donc ça, il y a plusieurs études qui le montrent, ça a été méta-analysé. On est donc encore à nouveau en bas, le petit losange à gauche, en faveur des stéroïdes, des corticoïdes, et donc on administre 20 mg de méthylprednisolone 4 fois par jour pendant 12 heures, et à ce moment-là, on extubera. Si le stridor survient après l'extubation, eh bien, le traitement, c'est à nouveau aussi la corticothérapie et des aérosols d'adrénaline. Et si le malade s'épuise ou vraiment ne va pas bien, pas de ventilation non invasive, ça retarde la réintubation. Rappelez-vous la photographie, la filière est extrêmement réduite. Et le risque, c'est que si vous attendez en essayant de faire la ventilation non invasive, au moment où vous décidez d'intuber le malade parce que la VNI ne marchera pas de toute façon, eh bien, à ce stade-là, vous ne pouvez plus l'intuber, il n'y a plus du tout de passage. Alors, une question un petit peu bizarre, l'épreuve de sevrage ne s'est pas bien déroulée, mais puis-je quand même extuber le patient? Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'extubation active, précoce, avec un relais immédiat par la ventilation non invasive. C'est des patients, en anglais on dit « who are ready to be weaned, but not ready for mechanical ventilation to be removed ». C'est-à-dire c'est des patients qui sont prêts à être sevrés, mais qui ne sont pas prêts à être séparés d'un ventilateur. Ça a été investigué, et quand on fait ça, vous voyez ici, pour une population mélangée, tout venant, eh bien, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. C'est en termes de mortalité, il n'y a pas d'intérêt ni en faveur de l'extubation avec relais par ventilation non invasive, non, ni en faveur de la ventilation invasive. Par contre, si on prend une population de patients BPCO, eh bien là, sur la mortalité à nouveau, il y a un intérêt à forcer un petit peu le destin, à aller un petit peu plus vite dans le sevrage et à prendre un relais par la ventilation non invasive. Donc dans cette population de patients BPCO, donc ça représente une population de patients particulière qui pourrait avoir une épreuve de sevrage qui se passe mal parce que par exemple, à la fin de l'épreuve de sevrage, le patient est hypercapnique alors qu'il ne l'était pas au début. Tout le reste, par contre, s'est bien passé, il n'est pas en grande détresse. Chez un patient standard, on dirait qu'il n'a pas encore suffisamment récupéré de muscle, suffisamment de tonus pour assurer une ventilation minute suffisante pour maintenir une capnie normale. Donc on ne l'extube pas. Et chez un patient BPCO, encore une fois, dans cette sous-population-là, on peut réfléchir à l'extuber quand même et faire un relais par ventilation non invasive. Pour finir, l'épreuve de sevrage s'est bien déroulée. Et je n'ai pas d'indication au test de fuite où j'ai fait un test de fuite et il y a des fuites. Je vais donc décider d'extuber le patient. Ça y est, le patient est extubé, il est séparé de sa sonde d'intubation et du respirateur, non transitoirement. Est-ce que je dois prévoir un relais par ventilation non invasive? Il faut bien distinguer deux situations. La première, c'est ce qu'on appelle la VNI prophylactique, c'est-à-dire la VNI préventive, de la VNI thérapeutique qu'on mettrait en place parce que le sevrage est un échec, que le patient présente une détresse respiratoire post-extubation. Dans le premier cas, la VNI prophylactique préventive peut être potentiellement utile dans une certaine population de malades, nous allons le voir. Dans l'autre cas, la VNI thérapeutique est souvent non efficace, voire délétère, en retardant la réintubation. Dans une population non sélectionnée, si je prends tous les malades de réanimation que j'extube, ça n'a pas d'intérêt démontré de faire de la VNI prophylactique. Vous avez ici un exemple. C'était une étude publiée maintenant en 2012, il y a 8 ans. Et vous voyez, je prends 204 malades contrôle et 204 malades à qui je fais de la ventilation non invasive. Je regarde les groupes d'échecs ou les groupes de réintubation et j'ai des pourcentages identiques, des petits P supérieurs à 0,5. Le fait de mettre de la ventilation non invasive à cette population de patients tout venant ne change en rien
l'échec d'extubation et la nécessité de réintuber les patients. Par contre, dans une population sélectionnée de malades à risque, le fait d'appliquer de la ventilation non invasive prophylactique prévient les détresses respiratoires post-extubation. Et donc là, ça a été aussi montré dans cette jolie étude, la ventilation non invasive pour prévenir la respiratory failure, la détresse respiratoire après extubation, in high-risk patients. Et vous allez voir qu'en fait, on retombe toujours sur les mêmes. Les high-risk patients, c'était des patients ventilés plus de 48 heures, qui avaient réussi une épreuve de sevrage, jusque-là, il n'y a pas de faute de goût, et qui avaient, pour définir un haut risque d'échec, au moins un des éléments parmi ces 5-là, avoir eu besoin de plus d'une épreuve de sevrage pour en réussir une à être extubée, donc finalement les malades qui étaient déjà dans des catégories de sevrage qui n'étaient pas des sevrages simples, le fait d'avoir une maladie cardiaque chronique, le fait d'avoir une hypercapnie après l'extubation, le fait d'avoir au moins une comorbidité, à l'exception de la science cardiaque qui était déjà citée avant, et il y avait également le fait d'avoir une toux faible évaluée par un score qui s'appelait le Airway Care Score. Eh bien, lorsqu'on prend cette population de malades à risque, vous voyez ici que le fait d'utiliser la ventilation non invasive conduit à 8% de réintubation versus 24% lorsqu'on ne met pas de ventilation non invasive, et c'est significatif. Donc, dans cette population particulière de malades à risque, là oui, la ventilation non invasive préventive a un intérêt. Et donc là, c'est une autre étude publiée dans le Lancet chez les patients dont le groupe à risque était défini un petit peu différemment, mais vous voyez qu'on retrouve quand même les mêmes items. C'est la population de patients qui a des maladies respiratoires chroniques et qui sont hypercapniques. Tous les patients avec des maladies respiratoires chroniques intubés pendant 48 heures ou plus, qui ont réussi une épreuve de sevrage et qui étaient hypercapniques à la fin de leur épreuve de sevrage, ont été éligibles. Et là, à nouveau, lorsque je fais de la ventilation non invasive, j'ai 15% de détresse respiratoire après extubation. Quand je n'en fais pas, j'ai 48% de détresse respiratoire, donc un effet protecteur de la VNI préventive dans cette indication-là. Et donc ça a été montré aussi par un certain nombre d'études et de méta-analyses. Donc, sujet âgé, insuffisant cardiaque, insuffisant respiratoire, patient hypercapnique lors de l'épreuve de sevrage, patient qui a au moins 2 autres comorbidités ou patient qui a plus d'un échec de T-tube, on va dire d'épreuve de sevrage avant d'être extubé, une VNI prophylactique. Chez les autres patients, à ce jour, pas d'intérêt démontré de la VNI. Enfin, avant-dernière question, pardon, l'épreuve de sevrage s'est bien déroulée, le patient à risque est extubé. On avait dit que s'il était dans un groupe à risque, on allait faire un relais par VNI, mais quid de l'OHDN, de l'oxygénothérapie à haut débit nasal, qu'on appelle, c'est un peu un propre Optiflow, puisque ça c'est un nom commercial d'un fournisseur et qu'on ne doit pas utiliser, OHD. Alors ça a été investigué un petit peu plus récemment, puisque la technique est plus récente. Et donc, dans cette étude, on avait comparé chez ces patients à haut risque d'échec d'extubation la VNI à l'OHD. Et alors, le tableau est un petit peu compliqué, mais les résultats principaux sont ici. Quand on regarde toutes les causes de réintubation et la survenue de détresse respiratoire post-extubation, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas de différence, notamment sur la réintubation, il n'y a pas de différence entre l'oxygénothérapie à haut débit et la ventilation non invasive. En revanche, les effets secondaires liés à la technique, alors c'était merveilleux, c'était 0% d'effets secondaires dans le groupe oxygénothérapie au débit versus 43% d'effets secondaires dans la VNI. C'était principalement des effets secondaires liés à l'application du masque et à des rougeurs cutanées sur le visage, des rougeurs, voire au stade des ultimes des escarres, mais c'était surtout les rougeurs qui faisaient monter ce pourcentage d'effets secondaires. Donc en fait, on peut voir cette étude dans le deux sens, nous dire que finalement l'OHD ne fait pas mieux et que donc on la garde de la VNI, ou alors si on croit un petit peu plus à l'OHD ou si le malade le tolère mieux, dire que l'OHD fait aussi bien que la VNI pour probablement un peu moins d'effets secondaires, notamment cutanés sur le visage, et que donc ça pourrait être une alternative. En réalité, probablement que ce qu'il faut faire, c'est une alternance des deux, et que dans les 24 à 48 premières heures chez les patients à haut risque, on alternera de l'OHD en basal et des séances de VNI, par exemple, toutes les 4 à 6 heures lors des premières 24 heures. Dernière question, le patient est à faible risque, une fois extubé, donc celui-là, il n'a pas d'indication à la VNI prophylactique. Comment je lui administre de l'oxygène? Alors j'ai l'oxygène simple, aux lunettes, au masque, et puis j'ai l'OHD dont on vient de parler.
Ça a été aussi regardé. Donc, vous voyez, nasal high flow versus oxygen mask therapy after extubation. Ça, c'était une étude qui s'intéressait aux effets sur l'oxygénation et au confort du patient. Vous voyez, vous avez la courbe en noir qui est l'OHD, la courbe en gris qui est l'oxygène standard. Quand je mets l'oxygénothérapie au débit, j'ai une meilleure oxygénation à 24, 36 et 48 heures chez le malade, une meilleure saturation de H1 à H48 chez le patient. Bon, très bien. Après, dans l'étude, vous voyez que l'oxygénothérapie standard n'est pas non plus catastrophique et assure 95% de saturation. Le recours à la ventilation non invasive de secours ou à la réintubation a été diminué dans cette étude, dans le groupe avec l'OHD. Vous voyez, 3,8% de réintubation versus 21% dans le groupe contrôle. Alors après, on peut s'interroger vraiment parce que 21% de réintubation dans un groupe de patients à pas très haut risque, c'est vraiment un pourcentage de réintubation extrêmement élevé. Et donc, du coup, on peut s'interroger un petit peu quand même sur ces résultats. Ce qui était intéressant, c'est que quand on regardait l'oxygénomasque ou l'OHD, eh bien finalement, l'échelle de confort liée à l'interface, eh ben, elle était meilleure avec l'OHD qu'avec un masque. Vous voyez notamment à partir de la 12e heure, les histogrammes un petit peu plus foncés, une échelle d'inconfort plus basse, avec des petites étoiles en haut pour dire que c'est significatif, par rapport à l'O2 au masque. Bon, on ne testait pas dans cette étude le 2 aux lunettes simples, c'était le 2 avec un masque de Venturi. Alors, regardez ça sur un effectif de 2 x 50, c'était bien. On peut aussi s'interroger sur le taux de réintubation dans le groupe contrôle dans cette étude. Mais une étude, on va dire, mieux faite avec un plus gros collectif et un peu moins d'écueil a été publiée en 2016. L'effet de high flow nasal cannula oxygène, c'est-à-dire l'OHD versus l'oxygène conventionnel en post-extubation chez les patients à faible risque. Et là, on avait vraiment ciblé les patients à faible risque. Vous voyez, c'était des patients de moins de 65 ans qui n'avaient pas de défaillance cardiaque, qui n'avaient pas de pathologie obstructive pulmonaire chronique modérée à sévère, qui avaient un score de gravité, un score de défaillance d'organes en réanimation faible le jour de l'extubation, qui n'étaient pas obèses, etc., etc., etc. Bref, vraiment des vrais patients à faible risque. Et bien dans cette étude, et vous voyez qu'il y a plus de malades, 264 dans le groupe OHD versus 263 dans le groupe conventionnel, et bien le taux de réintubation est de 4,9 dans le groupe OHD, 12 dans le groupe conventionnel. On retrouve un pourcentage beaucoup plus proche de ce qu'on a dit au départ, qui est aux alentours de 10 à 15%. Et donc, c'est significatif, il y a une réduction de la réintubation chez les patients à faible risque lorsqu'on délivre de l'oxygène pendant les 24-48 premières heures avec de l'OHD. Alors, c'est vrai dans cette étude-là, il faut savoir que c'est encore débattu et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'administre pas ça systématiquement chez tous les malades, et notamment dans cette étude multicentrique française, on s'intéressait à la même problématique après chez les patients chirurgicaux, après chirurgie abdominale majeure, un groupe chez qui on allait mettre de l'oxygène de façon conventionnelle, un groupe chez qui on allait mettre de l'OHD. Et cette fois-ci, quand on regarde les détresses respiratoires et l'hypoxémie qui survient 1 heure après l'extubation ou après arrêt de l'oxygène ou l'OHD dans l'étude, eh bien, il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Dans cette population de malades chirurgicaux qui a eu une chirurgie abdominale majeure, là, l'OHD peine à montrer un intérêt. Donc, ce n'est pas encore complètement tranché. Les choses vont pouvoir encore un peu évoluer. Néanmoins, si vous avez la possibilité d'avoir le dispositif et que le patient le tolère, ça peut être une bonne solution pour administrer l'oxygène chez un patient à faible risque qui n'a pas besoin de VNI. Donc, en résumé, on extube le patient, il est à faible risque de l'OHD pendant 12 à 24 heures. On extube le patient, il est à haut risque de l'OHD pendant 12 à 24 heures avec l'alternance de séances de ventilation non invasive prophylactique. Dernière diapositive pour vous donner juste quelques mots sur les causes d'échec. On a parlé tout au long de ce topo d'échecs de sevrage et de réintubation. Donc sachez que les causes sont multiples. Ça peut être des causes respiratoires, ça peut être finalement la cause initiale qui n'était pas suffisamment guérie, ça peut être un malade qui avait un début de pneumonie acquis sous ventilation mécanique et qu'on extube au mauvais moment, ça peut être de la bronchoconstriction, ça peut être de l'excès de sécrétion avec de la trachéobronchique et de l'encombrement bronchique, etc. Ça peut être des causes cardiaques, avec de la dysfonction cardiaque qui existait avant l'admission en réanimation, ou alors de la dysfonction cardiaque qui est apparue au cours de la pathologie en réanimation, que ce soit un choc septique, un choc hémorragique ou autre. Ça peut être aussi un patient qu'on a abondamment rempli et qui va faire de l'œdème pulmonaire parce que une fois extubé, son cœur va avoir un petit peu plus de difficulté
à éjecter, notamment les cardiopathies diastoliques chez le sujet de plus de 60 ans sont extrêmement fréquentes dans ce contexte et la tolérance un peu à l'hypervolémie est très mauvaise et entraîne l'œdème pulmonaire. Ça peut être des causes neuromusculaires, alors à la fois centrales, ça c'est plutôt rare sauf si vous faites de la neuroréanimation, mais aussi périphériques, avec des atrophies musculaires, des atrophies du diaphragme qui sont liées à la neuropathie de réanimation, à l'utilisation de curare ou de corticoïdes. Ça peut être des causes psychiques, avec du délirium, avec de l'anxiété, de la dépression, des patients qui s'agitent. Ça peut être également des causes métaboliques, des causes nutritionnelles, etc. Sachez, c'est pour ça qu'elles sont encadrées ici en rouge, que les causes cardiaques sont de loin les causes prédominantes d'échec d'extubation. Et bien voilà, on a fini cette série de cours. À nouveau, je pense qu'on organisera des sessions de questions et qu'on pourra à ce moment-là répondre aux questions que vous vous poseriez sur l'ensemble de cette séquence. Je réinsiste, demain, un nouveau groupe de travail, emparez-vous de cette thématique-là, faites des checklists, vérifiez de façon déléguée aux infirmières la sevrabilité du malade, on va dire au moins toutes les 12 heures, réalisez des épreuves de sevrage protocolisées aussi en net 6, 7 ou 8 PEP 0, ayez des critères d'évaluation objectifs, demandez l'avis du patient, et finalement n'impliquer, on va dire, une partie médicale avec un medical output qu'à partir du moment où il y aura la décision de séparation du ventilateur. Tout le reste peut être fait en amont, tout le reste peut être fait de façon protocolée, de façon tout à fait sûre, et en faisant ça, vous diminuerez la durée du sevrage et la durée de ventilation mécanique chez vos patients.